bonsoir et merci d'être de plus en plus nombreux à venir nous écouter à la Fondation, passionnés de costumes japonais en général et de ceux du kabuki en particulier, et surtout intéressés par écouter Aurélie Samuel à qui l'on doit cette merveilleuse exposition, le kabuki, costume du théâtre japonais. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Donc vous avez dirigé le catalogue de notre exposition, vous allez nous révéler ce soir non seulement les petits et les grands secrets des costumes du kabuki, mais aussi nous parler de vêtements japonais, puisque vous avez choisi comme titre de cette rencontre « Se vêtir au Japon, de la ville à la scène ». Je m'appelle Monique Younes, je suis journaliste et pour préparer cette conférence, je me suis renseignée sur vous, Aurélie Samuel. Donc vous êtes chargée des collections textiles au musée Guimet, une des plus grandes collections de costumes au monde. Vous dirigez des mémoires sur les vêtements et leur conservation. Et vous avez une passion qui fut longtemps secrète et que vous révélez au fur et à mesure pour Georges Clemenceau. C'est comme ça. En 2008, vous avez publié un livre, Clemenceau au soir de sa vie, la maison de Saint-Vincent du Jard, et vous préparez pour 2014 une exposition au musée Guimet, Clemenceau et l'Asie, parce que Georges Clemenceau était un passionné de l'Asie et du Japon. Est-ce qu'il a été collectionneur d'objets asiatiques, Georges Clemenceau? Oui, en fait, il était collectionneur. Bon, déjà, je suis assez étonnée en fait que vous parliez de Clemenceau. Bon, c'est pas tellement le sujet aujourd'hui, sauf que bon, Clemenceau était quand même très intéressé évidemment par le Japon et aussi par les vêtements japonais. Et en fait, on le sait un petit peu quand même pour le Japon. On sait qu'il avait une petite collection de kogo. Ce sont des petites boîtes à encens, en fait, en céramique ou en lac. Et il en avait rassemblé à peu près 3000 qui sont aujourd'hui conservés au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et il y a eu quelques articles, dont un d'ailleurs de Mathieu Séguéla, qui est un spécialiste en fait de Clemenceau et l'Extrême-Orient, qui en fait traitait vraiment du japonisme de Clemenceau. Donc on le sait un petit peu pour les objets d'art japonais. On sait moins que Clemenceau était fasciné par l'Inde, qu'il a en fait à 79 ans, au moment de la retraite, en fait, il est parti en Asie, il a traversé l'Inde, l'Asie du Sud-Est, et il était vraiment fasciné en fait par l'Inde. Et l'objet de cette exposition était de montrer bien sûr l'intérêt de ce grand homme pour l'Asie, mais aussi de replacer un petit peu ça dans le contexte, en fait, l'histoire du goût à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, la découverte bien sûr du Japon, de la Chine, de l'Inde, le début du japonisme. Donc c'était aussi un moyen de le replacer dans un contexte et de voir un petit peu son côté orientaliste, entre guillemets. Est-ce qu'il collectionnait des kimonos, par exemple? Alors, on n'est pas sûr, il n'en avait pas. En tout cas, parce que Clemenceau, en fait, a collectionné une grande partie de sa vie. Et il a été obligé, malheureusement, en 1894, de vendre une partie de sa collection parce qu'il était ruiné en partie par le scandale de Panama. Donc, on a le catalogue de vente et par le catalogue, on voit en fait le type d'objet qu'il avait. Donc, il avait surtout des objets de la cérémonie du thé, qui était sa passion. Il avait aussi un certain nombre d'estampes, comme tous ses amis, dont Monet, puisqu'il était un très grand ami de Monet. Il a joué un très grand rôle dans les Nymphéas, comme vous savez. Et en fait, il y avait très peu de textiles. Il est resté quelques textiles, quelques lampas ou alors quelques représentations de tigres, en fait, puisque bon, on comprend pourquoi il y avait des tigres. Mais en fait, on ne sait pas s'il avait des kimonos. En tout cas, on a quelques témoignages écrits qui montrent qu'il était intéressé par les kimonos japonais et que Monet lui avait montré sa collection de kimonos japonais. Voilà, son ami Claude Monet était fou et d'estampes japonaises et de kimonos, on y reviendra. Donc avant de parler de la fascination des Français pour le costume japonais, on va commencer par le commencement, par le costume traditionnel japonais. Est-ce que de tout temps, les Japonais ont porté un kimono? Alors, de tout temps, ils ont porté une sorte de costume, de vêtements, en fait, qui ressemblait au kimono, mais qui n'avait pas les particularités techniques qu'on a vues à partir du 8e siècle, qui est l'époque à laquelle vraiment se fixe, en fait, le kimono, puisqu'il portait des costumes qui étaient grandement influencés par la Chine, qui étaient des costumes assez amples. Mais c'est vraiment avec l'époque de Nara et plutôt l'époque de Heian, donc 10-11e siècle, que ce type de vêtements se fixe et que notamment on codifie par exemple le port du kimono. Le pan gauche doit toujours recouvrir le pan droit. Pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes et pour les femmes, sauf dans des cas particuliers comme par exemple les funérailles, où c'est le contraire justement. Il est maintenu donc par une sorte de ceinture qui est à l'origine une cordelette et qui en fait s'élargit au fur et à mesure du temps jusqu'à créer une véritable ceinture rigide, le fameux obi. Et donc, effectivement, d'un sous-vêtement, il va devenir, au fur et à mesure, le vêtement traditionnel ou le vêtement tout court. Oui, le vêtement traditionnel. Alors, il n'a pas toujours eu ce nom-là, kimono. Kimono, en fait, ça veut vraiment dire chose que l'on porte, en fait. Mais dans le kimono, il y a un certain nombre de types de costumes. Et jusqu'au 19e siècle, le kimono s'appelait en fait le kozode.
Et kozode, ça veut dire petite manche, mais ça n'est pas lié à la, comment dire, à la longueur en fait des manches, mais à l'ouverture des manches. Souvent vous avez des très longues manches qui pendent en fait des kimonos, mais vous avez une toute petite ouverture, pardon, pour passer la main. Donc c'est ça en fait qui veut dire petite manche et qui détermine le nom de kozode. Donc ce kimono effectivement qui est passé quasiment de sous-vêtement à sur-vêtement, bien se développe énormément, non seulement au niveau des décors, et puis on peut surtout superposer un certain nombre de couches. Donc en fait quand on dit kimono, ça peut être un sous-kimono, un kimono intermédiaire, un sur-kimono, voire aussi un type de manteau que l'on porte sans obi au-dessus. Donc c'est un ensemble en fait de vêtements qui sont superposés les uns aux autres. On le voit d'ailleurs très bien dans les costumes de kabuki. Et donc c'est toujours effectivement 7 morceaux de tissu. Un kimono est constitué par 7 morceaux de tissu. Il y a des variantes, mais alors les kimonos primitifs, ou les kimonos qu'on peut trouver par exemple à Okinawa, ou qui sont portés par les Ainu, qui ne sont pas vraiment des kimonos, plutôt des robes, ça peut être 2 pans de tissu qui sont cousus bord à bord. Mais en général, un kimono très traditionnel, effectivement, il a 7 pans de tissu qui est cousu, et qui est cousu toujours donc verticalement. Il n'y a quasiment aucune couture horizontale à part pour le col. Donc c'est un vêtement qui est très droit, qui tombe très droit et qui structure la silhouette en fait, et qui est assez rigide. Donc c'est assez étonnant pour nous occidentaux, parce qu'en fait, en quelque sorte, le corps s'adapte au vêtement plutôt que le vêtement s'adapte au corps. Donc en fait, il faut que le corps rentre dans le vêtement et que le vêtement vraiment ne s'adapte pas, c'est-à-dire qu'il ne suit pas le corps, il n'est pas découpé pour suivre le corps. Tous les corps doivent s'adapter. Et il y a d'ailleurs des témoignages assez significatifs sur cela. C'est-à-dire, par exemple, il y a un des acteurs de kabuki, Tamasamuro, qui était un acteur très élancé, très grand. Et en fait, comme les types de kimonos aussi ont des tailles qui sont déterminées, même si évidemment il y a aussi un certain nombre de tailles, en fait, ça ne lui allait pas. Vous voyez, c'était assez difficile. Donc on a modifié aussi la stricte codification du kimono pour qu'il puisse quand même le porter élégamment. Mais est-ce qu'effectivement il doit tomber jusqu'au pied? Est-ce qu'on doit voir les chevilles? Est-ce qu'il y a des codes comme ça importants? Ça dépend du type de kimono, puisqu'il y a des kimonos qui doivent traîner par terre, par exemple les uchikake, qui sont des sur-kimonos, les types de manteaux, qui ont en fait des ourlets ouatinés et qui ne sont pas fermés par des obi. Il y a des kimonos qui sont au ras du sol et des kimonos qui sont un petit peu plus courts. Mais je dirais que dans la majeure partie des cas, c'est quand même au ras du sol. Mais est-ce qu'on peut être sexy en kimono? Comment être sexy en kimono? C'est l'ouverture, c'est la tenue, sont les gestes? Je pense qu'on a quand même un certain nombre de témoignages, dans les estampes japonaises notamment, où je crois que quand même les courtisanes sont assez sexy. En tout cas, elles sont assez délicates dans leur kimono. Ce qui est intéressant, c'est justement que le kimono non seulement structure le corps, mais le contraint. Et dans cette contrainte, en fait, il aussi contraint le mouvement. Parce que vous avez, bien sûr, le kimono, et puis vous avez le obi. Le obi, c'est cette très grande ceinture qui, en fait, va carrément sous la poitrine jusqu'au milieu du ventre. Et en fait, c'est une sorte de corset. Il faut pas l'oublier, ça a l'air en fait souple, mais c'est très rigide. Enfin, c'est très rigide. Il y en a des plus ou moins rigides, et puis le nœud rigidifie aussi l'ensemble. Donc en fait, il crée une silhouette et il est extrêmement tendu, le kimono, par justement ce obi, par cette forme de corset. Donc, en fait, il est assez difficile parfois de bouger son corps. Quand par exemple vous levez un bras, moi je ne porte pas le kimono quotidiennement, mais j'en ai essayé, et puis ça dépend effectivement comment le noue aussi. Mais quand vous levez par exemple un bras, en fait vous n'avez pas vraiment une liberté du corps. Donc, pour lever le bras, en fait, comme vous êtes extrêmement tendu, vous devez légèrement baisser la tête, légèrement pencher la tête. Donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans les estampes japonaises, c'est-à-dire que souvent on voit des femmes qui sont avec la tête justement légèrement penchée, qui ont des mouvements assez gracieux, et en fait c'est aussi le kimono qui entraîne ça, le kimono qui entraîne le mouvement, et pas uniquement la femme qui donne un mouvement à son... C'est pour ça que je vous disais en fait que c'est vraiment le kimono qui contraint le corps et pas le contraire. En
Donc, il y a des kimonos de toutes sortes, il y a des kimonos en tissu, il y a des kimonos en soie, et vous allez nous raconter, est-ce qu'il y a une région spécifique, un quartier où l'on fabrique des kimonos au Japon célébrissimes? Alors pendant très longtemps, il y a bien sûr beaucoup de quartiers dans beaucoup de villes, Edo qui était l'ancienne Tokyo, Osaka et d'autres villes. Mais il y a évidemment Kyoto qui était quand même la capitale du tissage pendant très longtemps, et notamment pour le tissage qu'on a appelé dans le quartier de Nishijin, en fait, c'était les plus beaux tissages en fait qui sortaient de ce quartier. C'est un quartier qui est voisin de Gion, c'est-à-dire le quartier des courtisanes, et ils ont travaillé pendant très longtemps pour le quartier des courtisanes. Et à Nishijin, on trouvait, jusqu'à encore récemment, puisque moi j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, des ateliers de tissage, notamment de métiers à la tire. Et c'est ce qui, jusqu'à l'invention du métier jacquard, en fait, constituait permettait en tout cas d'obtenir les plus beaux tissages, les tissages de soie, les tissages brochés, la fameuse soie karaorimono, ou les tissages lancés. Donc le métier à la tire était un métier qui était assez sophistiqué. On n'en a pas de témoignages de l'époque d'Edo, mais on a des descriptions littéraires, et on a surtout des représentations, gravures, dessins qui nous permettent de voir comment était fait le métier à la tire. Il n'était pas très différent des métiers occidentaux, c'était la place du tireur en fait qui était vraiment différente. Est-ce que vous pouvez nous développer effectivement le métier à la tire? Alors le métier à la tire, c'est très difficile de l'expliquer sans images, mais bon, je vais vous allez y arriver. Alors déjà, juste pour recommencer par le début, un métier à tisser. Vous avez donc une chaîne qui est tendue sur un métier, donc qui est enroulée sur deux rouleaux qui s'appellent des ensouples. Et puis vous avez donc une tire, c'est-à-dire qu'en fait, cette chaîne est reliée à des lisses. Les lisses sont reliées en fait à des pédales, et ces pédales permettent de soulever les fils de chaîne pour passer une trame. Ça c'est simple, on lève la chaîne, on passe la trame. Ça c'est pour tisser l'armure du fond, donc pour l'entrecroisement des fils du fond. Et puis pour ajouter un décor, il faut soulever des fils de chaîne supplémentaires. Donc jusqu'au 19e siècle, jusqu'aux années 1801-1804, jusqu'à l'invention du jacquard, ces fils de chaîne en fait étaient reliés à un réseau de petites cordelettes elles-mêmes attachées à des cordes, et il y avait sur le côté en fait du métier à tisser, en Asie en hauteur, donc avec une sorte de banc, donc c'est quelque chose d'assez compliqué, un tireur en fait qui tirait ces petites cordelettes en fait pour soulever des fils de chaîne en plus pour pouvoir passer soit une trame lancée pour faire un motif qui va d'un bout à l'autre du tissu, soit une trame brochée, c'est-à-dire une petite navette en général sur laquelle est enroulé un fil de trame et qui permet d'obtenir un motif limité, un tissage limité au motif. C'est vraiment ça le motif broché. Donc pendant très longtemps, il fallait 2 personnes pour intervenir sur ce métier à tisser, ce qui était très coûteux, évidemment, et puis c'était extrêmement long à fabriquer. Et d'ailleurs, on a très souvent dit que c'était les enfants qui tiraient. Et en fait, c'est absolument impossible, parce que même pour tisser, je dirais, un petit motif de fleurs, il faut soulever tellement de fils, et c'est tellement complexe en fait à penser en amont. Le réseau de cordes est tellement dense que même pour tisser un tout petit motif, la tire pouvait peser 40 kg. Donc en fait, ça n'a jamais été des enfants qui ont pu exécuter ce geste. C'était des femmes, des hommes? Des hommes, en général des hommes. Oui, en général des hommes. Les tisserands étaient souvent des hommes aussi. Et donc en fait, il y avait le métier avec une sorte de banc au-dessus du métier, en fait, où était le tireur et qui exerçait une sorte de balancement, en fait. En Occident, on voit encore aujourd'hui à Lyon, à la Maison des Canuts d'ailleurs, on voit encore un métier à la tire, fonctionner exactement comme dans les époques anciennes, et on voit le tireur est sur le côté en fait, du métier. Donc en fait, il exerce un poids vertical, il tire vraiment avec tout son poids. C'est extrêmement difficile. Et ils découvrent le jacquard à quel moment, les Japonais? Alors les Japonais le découvrent, ils en avaient entendu parler, parce qu'à Nishijin, en fait, à cette époque, au tout début du 19e siècle, Nishijin est complètement en train de péricliter, l'industrie textile est en recul au Japon, et en fait, ils cherchent une solution pour relancer cette activité. Ils avaient entendu parler de ce métier qui circulait en France. Donc la préfecture de Kyoto, en fait, réserve une somme d'argent et envoie en France, à Lyon, 5 Japonais, 3 tisserands et 2 teinturiers pour apprendre, enfin en tout cas pour aller voir ce qu'il en était et qu'est-ce que c'était que ce métier. Donc ils arrivent à Lyon en 1872 et là ils commencent à apprendre à tisser au jacquard. Donc
la révolution évidemment du métier jacquard, c'est qu'au lieu d'avoir ce réseau de cordes extrêmement compliqué, en fait, là, on procède à une mise en carte, c'est-à-dire qu'on pense le dessin, c'est-à-dire qu'on dessine le motif qu'on veut reproduire, on le quadrille, et chaque quadrillage, évidemment, correspond à une carte perforée, chaque fois avec un cylindre, une sorte de cylindre, c'est-à-dire que les fils de chaîne sont reliés à des aiguilles, à des crochets qui sont attachés à des aiguilles, avec une sorte de cylindre, et en fait, chaque fois que l'aiguille tombe sur un creux, le fil de chaîne se soulève, et un plein, le fil de chaîne se rabaisse. C'est-à-dire qu'on peut programmer sur une carte le motif que l'on veut reproduire. Alors, c'est évidemment un système plus facile, en fait, à réaliser, mais ce qui va évidemment changer, c'est que les chaînes sont reliées à une autre pédale, donc on n'a plus besoin que d'une seule personne. Donc économiquement, évidemment, ça va considérablement changer les choses. Donc il y a en fait un seul tisserand qui a une pédale pour son armure du fond et une pédale pour soulever sa chaîne pour son motif, en fait. Et les motifs, effectivement, est-ce qu'il y avait des gens spécialisés pour la mode, effectivement, de ces kimonos qui la faisaient, puisque la forme est toujours pareille? Effectivement, il y avait des motifs différents, des couleurs différentes. Alors, les personnes, les commanditaires, pouvaient évidemment demander un motif particulier, parce que, par exemple, les armoiries, les mônes qui se passaient de génération en génération, qui symbolisaient le clan vraiment, la famille, pouvaient très bien être reproduits sur un kimono. Donc, une famille pouvait demander à un tisserand un motif particulier. Mais il y avait aussi des sortes de carnets de tendance. En fait, on en a d'ailleurs à Guimet, on a dans les collections des livres, en fait, qui reproduisaient, donc en général xylogravure, à l'origine c'était de la peinture ou des dessins, et on voit certains types de kimonos, donc avec un décor de paysage, un décor de longévité, quelques motifs animaliers, etc. Et donc c'était vraiment des sortes de carnets avec tous les types de motifs que proposaient les ateliers. Parce que bien sûr, il y avait plusieurs étapes, comme ici, il y avait beaucoup d'étapes en fait dans la fabrication d'un kimono. Il y avait d'abord celui qui dessinait, bien sûr, et puis il y avait après tous les corps de métier qui étaient liés au tissage proprement dit, soie au coton. Donc pour la soie, il y avait tous ceux évidemment qui, je dirais, de la récolte du cocon, décreusage de la soie, moulinage de la soie, etc., jusqu'au tissage. Il y avait aussi tous les métiers de teinturier, qui étaient très importants, avec toutes les teintures différentes. Et toutes ces personnes, toutes ces étapes se faisaient. Donc il y avait en fait à un bout et l'autre de la chaîne, il y avait celui effectivement qui proposait le motif, et puis il y avait celui aussi qui peignait sur le kimono déjà tissé. Parce que, bon, on ne va pas rentrer trop dans la technique et trop dans les détails, mais bon, comme vous le savez, il y a plusieurs moyens évidemment d'obtenir des motifs, et notamment par la teinture. Le Japon est quand même un pays qui utilise beaucoup la teinture à réserve ligaturée, comme par exemple le shibori, teinture ikate, donc teinture du fil avant tissage, et donc on peut penser un motif avant de le tisser. Mais on peut évidemment réaliser un motif une fois tissé. Ce sont les teintures à réserve, comme le Yuzen, qui a une grande fortune, qui a été très réputée à Kyoto et à Tokyo. Ce sont des véritables en fait peintures sur kimono, et on le fait après tissage. Il y a l'impression aussi, bien sûr. Donc, il y avait en fait d'un bout à l'autre de la chaîne les designers, en quelque sorte. Et ils faisaient les modes, c'est vrai, puisqu'ils pouvaient aussi décider de promouvoir un motif plutôt qu'un autre. Alors, qui portait quoi? Parce que c'est une société qui est très codifiée. J'imagine que l'habit doit montrer quelque chose. Il doit montrer un rang social, il doit montrer une... Alors, il est vrai que... Pardon, je transpire beaucoup. Je vais peut-être un peu. C'est vrai que... Il fait chaud. Oui, bien sûr, c'est une société très structurée, mais j'allais dire comme bon, la plupart des sociétés. Et en général, effectivement, il y a une certaine codification pour le port du kimono. Par exemple, il y a des couleurs qui sont plus propices aux jeunes filles. Couleurs vives, le rouge, le violet, le bleu vif. Il y a des couleurs qui vont plus aux femmes plus âgées, des couleurs plus sombres, le gris, le marron. Il y a des kimonos qui sont portés pour des cérémonies, mariage ou autres, qui doivent être plus élégants. Donc on a aussi, par exemple, ces kimonos noirs qui ne sont décorés que dans la partie inférieure. Parce que ce qui est important, bien sûr, c'est la couleur, qui peut aussi correspondre à la saison. C'est aussi assez important au Japon. Et en même temps, il y a aussi le placement du motif. Donc, il y a des kimonos qui sont décorés uniquement dans la partie inférieure. D'autres qui sont décorés au niveau des manches, et puis d'autres qui sont décorés sur la totalité, évidemment, du kimono. Par exemple, ceux de mariage, souvent les très beaux uchikake de mariage, qui sont les sur-kimonos, sont décorés. Ce sont des véritables paysages qui se répandent sur tout le kimono. Donc, c'est vrai que c'est assez codifié, mais je dirais que l'époque d'Edo, qui était une période où le shogunat donc, a pris le pouvoir, donc, bon,
l'époque d'Edo 1603-1868, est une période où donc, le pouvoir militaire en fait remplace, le pouvoir militaire s'installe, c'est le shogunat donc, qui est décrété, le bakufu, le gouvernement militaire, la capitale qui était donc à Kyoto, siège de l'empereur, siège du gouvernement impérial, se déplace à Edo, ancien nom de Tokyo, et c'est cette période-là qu'on appelle donc époque d'Edo. C'est une période qui a évidemment favorisé les arts parce que c'était une période de stabilité politique, stabilité financière, de paix. Et donc, il a favorisé le développement des villes, des citadins, des marchands, et toute cette classe en fait émergente, eh bien, a des goûts différents, veut s'habiller différemment, et veut un petit peu s'éloigner du diktat en fait de la capitale Kyoto et de cette espèce de hiérarchie. En même temps, le shogunat est aussi très strict. En fait, on ne se mélange pas, chacun doit porter son type de costume, costume de samouraï, costume de courtisane, etc. Chacun doit porter son costume, mais en même temps, ils aspirent en fait à plus de liberté. Et c'est là, effectivement, que le kabuki joue un rôle, au fond. Parce que c'est un petit peu un des seuls endroits où on peut voir des kimonos extravagants, très colorés, qui s'affranchissent de certaines règles, parce qu'il y avait aussi une règle qui avait été édictée par le shogunat, qui était qu'on ne pouvait pas vraiment se moquer d'eux. Donc sur scène, il ne fallait pas qu'on puisse vraiment identifier les personnages. Donc il ne fallait pas qu'on puisse, grâce à un costume, reconnaître quelqu'un, ou reconnaître une classe, par exemple un courtisan ou quelqu'un qui serait proche du pouvoir. Ils ont donc imaginé des nouveaux costumes, ils les ont donc un petit peu dépoussiérés, en quelque sorte, pour ne pas qu'on puisse les reconnaître. Et ils ont une très grande créativité. Et c'est ça que les gens venaient voir aussi au kabuki. Et du coup, là, je dirais que c'est le chemin inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que les personnes venaient assister à un spectacle, voyaient les acteurs, et en particulier les onagata, donc ceux qui jouaient les rôles de femmes, avec ces magnifiques kimonos aux motifs extravagants, et voulaient les mêmes. Donc il y a eu un vrai échange, en fait, entre les deux. Avant de revenir au kabuki en particulier, est-ce que, par exemple, dès la naissance, un bébé qui naît, est-ce que, effectivement, à ce moment-là, on lui met on porte un kimono, ou bien non, ça vient plus tard? Alors, ça c'est un sujet évidemment sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai travaillé sur une exposition qui s'appelait Costumes d'enfants. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une très très jolie exposition à la bibliothèque Forney sur les kimonos d'enfants. Il y a effectivement un certain nombre de rites qu'on retrouve aussi dans d'autres pays d'Asie concernant la venue d'un enfant, mais aussi sa protection. C'est très très important en Asie. Et au tout début, en fait, lorsqu'un enfant naît, sûrement, c'est un phénomène qui est sûrement dû au très haut taux de mortalité infantile qu'on a vu encore jusqu'à récemment dans beaucoup de pays d'Asie. On considère qu'il n'est pas encore tout à fait dans le monde des humains. Il est encore entre le monde des esprits et le monde des humains. Donc au tout début, on attend un peu de voir si l'enfant va survivre. Et bien sûr, on lui donne assez rapidement son premier kimono. C'est en général d'ailleurs la famille maternelle qui lui donne. Mais c'est surtout au bout d'1 an qu'on lui confectionne un kimono spécialement pour lui, qui d'ailleurs peut être beaucoup plus grand que sa taille, qu'il va garder un certain nombre de temps, qui parfois est un petit peu retroussé en fait sur le corps du bébé. Et puis au fur et à mesure de la vie de l'enfant, il y a un certain nombre de moments importants, de cérémonies qui rythment la vie de cet enfant. 3 ans, 5 ans, 7 ans, 7 ans étant un âge très important et qu'on retrouve dans toutes les civilisations, y compris en Europe, parce que c'est un peu l'âge, je dirais que si l'enfant atteint l'âge de 7 ans, c'est qu'il est viable. Vraiment, c'est qu'il va atteindre l'âge adulte. Donc c'est un âge qui est très très important, 7 ans. Et là, au cours de ces différentes étapes de la vie, eh bien, on fabrique, on tisse un certain nombre de kimonos qui sont souvent portés pour aller au sanctuaire Shinto, pour des rites de protection, des rituels divers et variés. Il y a une particularité très intéressante sur les kimonos d'enfants et qu'on voit d'ailleurs sur une partie de la collection qui est montrée à Forney, c'est une sorte de talisman qui est en fait cousu dans la partie supérieure au dos. En fait, c'est comme une petite cordelette brodée. C'est censé remplacer la couture. En fait, justement, pour un kimono d'enfant, il n'y a pas de couture centrale au milieu du dos. Et une croyance populaire voulait que cette couture protégeait, en quelque sorte, des esprits malins, des mauvais esprits et des choses qui pouvaient atteindre l'enfant. Donc pour remplacer cette couture inexistante, eh bien, on brodait ce petit talisman qui était censé protéger, en fait, c'est à la naissance du cou, en fait, le dos de l'enfant et un point d'impact qui était considéré comme le point d'impact où le mal pouvait pénétrer. On voit ça dans d'autres pays. Par exemple, en Chine, c'est le nombril. On était persuadé que le mal rentrait par le nombril. C'est
sans doute dû au fait qu'il y avait énormément d'infections de l'ombilic en fait, et des enfants mouraient de cela. Donc on a imaginé qu'il fallait protéger le nombril et on a même inventé un vêtement qui s'appelle le doudou qui protège le nombril. Donc ça, ce sont des croyances qu'on retrouve en fait dans un certain nombre de vêtements en Asie. 7 ans, c'est une date importante, la 20e année. En est une autre. Alors, la cérémonie des 20 ans, c'est une cérémonie importante puisque bon, c'est l'âge de la majorité au Japon, donc c'est un âge vraiment important, en tout cas dans la vie des jeunes gens, mais c'est une cérémonie qui est assez récente en fait, la cérémonie des 20 ans. Alors aujourd'hui, je crois que c'est en 1948 que la cérémonie des 20 ans a été en fait décrétée, donc c'est une cérémonie qui est assez amusante en fin de compte pour les jeunes gens, plus parce qu'ils ont le droit de fumer et de boire à partir de 20 ans, que vraiment pour leurs droits, on va dire, sociaux et légaux. Mais aujourd'hui, en fait, beaucoup de jeunes filles, surtout les jeunes filles, parce que les jeunes hommes portent plutôt un costume, mais les jeunes filles, en fait, portent justement le kimono pour cette cérémonie. Elles ont à cœur un petit peu de retrouver les traditions, en fait, et souvent, d'ailleurs, on en croise au Japon, des groupes de jeunes filles qui portent de très très beaux kimonos et soit qu'elles ont hérité de leur famille, soit qu'elles se sont fait faire pour l'occasion. Alors, pardon, non, il est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'on veut en tout cas un très beau kimono en soie tissé, et pas spécialement un kimono imprimé ou un kimono, il y a tous les prix, mais je dirais que ça coûte quand même assez cher. Donc il est vrai qu'on ne fait plus tisser ces kimonos à Nishijin. Bon, ça devient quand même extrêmement rare. Mais quand vous dites cher, effectivement, pour les 20 ans, pour une cérémonie, pour le mariage, on doit... Alors, j'ai pas, si vous voulez, comme je n'en achète pas moi-même, j'ai pas d'idée précise sur la gamme de prix. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un très beau kimono en soie, un uchikake de Nishijin, ça peut aller jusqu'à 10 000 €. Bon, voilà, je l'ai vu moi parce que il se trouve que j'étais en lien avec justement une famille de tisserands de Nishijin, la famille de Hitaro Yamaguchi, qui ont continué en fait l'activité et ils avaient tissé récemment en fait un très très bel uchikake justement pour un mariage avec feuilles d'or et fil d'or. Donc quand on voit ne serait-ce que le prix de l'or, on comprend vite que ça peut chiffrer beaucoup. La soie aussi, la très très belle soie. Évidemment, dans la soie aussi, il y a des différences. Il y a la soie en fonction aussi de la torsion en fait, mais la plus belle soie c'est évidemment l'organsin, cette fameuse soie qui est faite, je ne vais pas rentrer dans la technique non plus, mais qui est vous savez que la soie évidemment on exerce une torsion sur le fil de soie, et la plus belle soie en fait est un fil de soie retors, c'est-à-dire que vous prenez un fil de soie peut être fait de plusieurs petits fils de soie, de plusieurs filins. Un fil retors c'est un fil de soie qui a été fait de 2 filins qui ont été tordus, si vous passez l'expression, dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous prenez un petit fil, vous le tordez du côté droit. Vous prenez un autre petit fil, vous le tordez du côté droit aussi. C'est-à-dire une torsion Z. Ensuite, vous prenez ces 2 fils et vous les retordez ensemble du côté gauche. Vous avez donc un fil retors de 2 bouts. Vous voyez, c'est ce qui s'appelle un retors S de 2 bouts Z. Bon. Et ce fil retors, en fait, c'est ce qui donne le plus d'effet. C'est-à-dire que chaque fil a lui-même un effet et accroche la lumière de manière différente. Et c'est comme ça qu'on tisse les plus belles pièces en fait. Mais il y a un tel travail déjà pour arriver déjà à obtenir le fil qu'on comprend aisément le coût assez exorbitant de ce type de pièces. Et jusqu'à quelle époque on allait encore travailler en kimono, le kimono effectivement? Alors ça, bon, moi je crois que jusqu'aux années 50-60, on utilisait encore le kimono très régulièrement. Aujourd'hui, on voit quand même encore quelques femmes porter le kimono, mais c'est plus pour des cérémonies, pour des occasions particulières, officielles. Il est vrai que le costume occidental, alors le costume occidental a commencé évidemment à être introduit au Japon au moment de l'ère Meiji, donc de la fin de l'époque d'Edo, restauration Meiji, à partir de 1868. L'époque Meiji, c'est 1868-1912. C'est l'ouverture à l'Occident, puisque c'était, je ne vous l'ai pas rappelé, mais dans cette période dominée par le shogunat, cette époque d'Edo, le Japon était très fermé. Les frontières étaient complètement fermées. Il n'y avait guère que le comptoir de Nagasaki où on pouvait encore exporter un certain nombre de choses. Et c'est par là d'ailleurs qu'en France sont arrivées beaucoup de pièces, notamment des kimonos. Mais le Japon était très fermé. C'est vraiment à l'ouverture Meiji, quand le Japon rouvre les frontières, que les Occidentaux viennent au Japon et que les Japonais vont en Occident, et surtout qu'il y a un vrai échange et
des exportations. Et là, on découvre le vêtement occidental. Donc il commence à cette époque-là, mais il se répand vraiment dans toute la société beaucoup plus tard. On a quand même des régions où c'est encore assez traditionnel. Mais bon, encore au Japon, aujourd'hui, on croise des femmes au kimono. C'est peut-être pas la majorité, mais on en croise. Et les premières personnes qui ont commencé à porter un costume occidental, c'est qui? C'est des policiers, c'est des étudiants, Beaucoup, oui, beaucoup les gens de l'administration, les gens aussi qui étaient amenés à côtoyer ces étrangers, les gens des ports, les gens des villes portuaires aussi, surtout. On le voit par exemple sur les estampes de Yokohama. Autour de Yokohama, il y avait un certain nombre de gens qui portaient déjà les costumes occidentaux. Et puis après, ça s'est répandu dans toute la société. Est-ce que c'est vrai, par exemple, qu'il y a eu une date charnière pour le changement? J'ai lu qu'en 1923, le tremblement de terre de Kanto a contribué à promotionner le vêtement occidental pour les femmes, tout comme l'incendie du port de Nihonbashi. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai en partie. Il ne faut pas non plus faire de généralité, mais c'est-à-dire qu'après coup, on essaie toujours de trouver des explications aux choses. Ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. Maintenant, il est vrai que le costume occidental avait quelque chose de pratique. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve en Inde aussi. Le jean a remplacé le sari, parce qu'évidemment, c'est plus facile de courir en jean qu'en sari. Donc, c'est un petit peu le cas aussi au Japon, c'est-à-dire qu'on imagine bien qu'un grand incendie ou qu'un grand tremblement de terre, là où les gens doivent évidemment bouger rapidement, se secourir, etc., on s'est vite rendu compte que le pantalon plus court, que le pantalon qui traîne par terre, ben, c'est pas très pratique. Le kimono, c'est un petit peu difficile de courir avec. Donc, je pense que ça a peut-être contribué. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus trop l'affirmer. Et quelle est la version du kimono la plus utilisée? Parce qu'il y en a plusieurs, des kimonos qui ont des manches interminables. Voilà, il y a plusieurs types de kimonos. Alors, vous dire le plus utilisé, comme je vous le disais, c'est quand même en fonction des occasions. Le furisode, ce qu'on appelle le furisode, qui est le long kimono à très longues manches, très élégant, et surtout porté par les jeunes femmes. En fait, d'ailleurs, c'est ce qu'elles portent souvent pour la cérémonie des 20 ans, pour ce rite de passage quand même important. Après, il y a effectivement des kimonos qui sont, comme je vous le disais, il y a des tomesode, il y a un certain nombre de types de kimonos qui peuvent être portés donc pour le mariage. Non, j'entends comme invité d'un mariage. Ensuite, il y a les kimonos qui sont portés plutôt dans la vie quotidienne, donc qui ont des manches un petit peu plus courtes, qui sont donc un petit peu plus commodes. Voilà, c'est quand même en fonction aussi des occasions. Alors, vous nous avez dit effectivement qu'on portait encore le kimono pour aller dans des galas, pour aller au théâtre également? Oui, alors, ça dépend bien sûr, je pense que ça dépend aussi beaucoup des régions, parce que vous savez, on dit le Japon, mais le Japon c'est quand même très varié en fait. C'est quand même plusieurs îles, et il y a bien sûr plusieurs particularités en fonction des régions. De même qu'on dit les Japonais, il y a quand même aussi un certain nombre de cultures qui se côtoient au Japon. Maintenant, effectivement, pour les représentations notamment théâtrales, no et kabuki, comme ce sont des cérémonies entre guillemets, mais ce sont des occasions, disons, officielles, il est vrai que beaucoup de personnes peuvent porter le kimono. Alors quand je dis personnes, je dis surtout femmes, parce que c'est vrai aujourd'hui qu'on voit quand même beaucoup moins d'hommes porter le kimono. Ce sont surtout les femmes qui veulent être élégantes et qui veulent perpétuer une tradition, et donc qui portent le kimono. Donc on peut effectivement le porter pour aller au théâtre, mais c'est pas non plus une obligation.